Maxime Zbaye, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes chroniqueur, on peut vous dire économiste, démographe. Oui, presque. Démographe, oui. Économiste aussi. Et démographe surtout à l'occasion de ce livre, Le Grand Vieillissement, qui date de l'an dernier. Il était paru aux éditions de l'Observatoire. Il n'a pas pris une ride. Au contraire, l'actualité l'a rajeuni, si j'ose dire, ce livre, parce qu'évidemment, la polémique autour des retraites est au cœur de la réflexion démographique. D'ailleurs, on voit depuis jeudi dernier les jeunes dans les manifestations. Alors, est-ce le début de la révolte générationnelle qu'on attend, au moins depuis le confinement, que j'attendais moi aussi et qui ne vient pas? Alors, je sais pas, il faut faire attention parce qu'on voit médiatiquement, il y a une loupe sur une jeunesse qui est très idéologisée, très mobilisée, mais c'est pas la jeunesse. Ce sont certains jeunes qui, on le sait, sont dans les syndicats étudiants, qui sont pas du tout représentatifs de la jeunesse. Je vous rappelle que les syndicats tout court, le taux de syndication est 4 fois plus faible chez les moins de 30 ans que chez les plus de 50 ans, et les syndicats étudiants sont pas du tout représentatifs ni des étudiants, encore moins de la jeunesse. C'est un leurre. Ouais, oui, il y a... Ils devraient manifester pour cette réforme, parce que là, ils sont en train de prolonger un système qui les défavorise. Oui, effectivement, on peut être étonné de voir des jeunes manifester contre une réforme des retraites qui, en fait, consiste à dire à ceux qui vont bientôt partir du marché du travail, vous travaillez quelques années de plus, un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus, pour, en fait, ne pas faire facturer aux jeunes, aux futurs actifs, le poids de la démographie. Parce que la démographie, comme j'en parle dans ce livre, elle avance très très vite et elle est inédite et elle va aller en empirant. Donc, qui c'est qui va payer ça si on fait rien aujourd'hui? Ce sont les jeunes. Et la facture s'alourdit. Vous citez Jean-François Sirinelli, page 78. Il avait défini les baby-boomers par les 4 P. Paix, prospérité, plein emploi, progrès. La jeunesse d'aujourd'hui, pour vous, c'est pauvreté, papy-boom, bien entendu, pandémie, qui a été un moment important, et puis populisme. Cette identité politique de la jeunesse, vous la voyez se confirmer dans les extrêmes? Alors, oui et non. En fait, quand on regarde ceux qui votent, effectivement, c'est principalement, on l'a vu lors des présidentielles et des législatives, principalement Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Ils arrivent en tête. Mais le premier parti de la jeunesse, c'est de très loin l'abstention. Si on rapporte les moins de 35 ans, ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à toute cette classe d'âge, c'est que 14%. Donc la jeunesse, aujourd'hui, si on la prend dans son intégralité, elle ne va plus voter et elle est de moins en moins intéressée, à la fois par les élections, mais aussi par la démocratie. Intéressée et même parfois elle est hostile. Vous dites, page 108, que de manière planétaire, on voit que c'est la première fois qu'on a des générations de jeunes qui sont mécontents de la démocratie. Ce n'est plus un modèle idéal. Oui, vous savez, quand on fait des sondages et qu'on demande est-ce que vous aimeriez un homme fort à la tête du pays plutôt qu'une assemblée, est-ce que vous aimez des mesures beaucoup plus radicales, l'armée même qui prenne le pouvoir, les taux de réponse les plus élevés c'est chez les plus jeunes. Et donc en fait, il y a une demande de radicalité, il y a de la part des plus jeunes, ça reste une minorité, mais c'est quand même des chiffres qui sont très conséquents, une volonté d'aller au-delà de la démocratie, parce qu'on a la sensation que la démocratie ne marche pas, que le capitalisme ne marche pas non plus, d'être un peu les laissés pour compte de tout ce système. Je l'explique dans le livre, je pense qu'il y a des raisons pour y croire effectivement qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, mais de là à aller tester d'autres systèmes, je pense que c'est dangereux, il y en a de plus en plus qui le croient. Le pauvre d'antan était un retraité sur la fin de sa vie, dites-vous, le pauvre d'aujourd'hui est un jeune confronté à l'avenir. Sauf que le retraité grabataire, il faisait pas de révolution, le jeune confronté à l'avenir, il peut monter sur les barricades. Oui, effectivement, mais il y a une bombe politique. Ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, la pauvreté a complètement changé de camp, elle a changé d'âge. Quand vous relisez effectivement Sirinelli, quand vous lisez le rapport Larocque de 1962 par exemple, ou même Simone de Beauvoir sur la vieillesse, on se rend compte, la France il y a 60 ans, la pauvreté c'était chez un retraité en fin de vie, qui était maltraité, qui était abandonné dans des hospices, qui n'avait même pas de minimum vieillesse comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le pauvre, on le voit dans toutes les études, on le voit dans tous les chiffres de l'INSEE, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants, ce sont eux qui sont frappés en priorité par la précarité. Leur désaveu démocratique peut donner quoi? De la démocrature? On voudra, comme Orban, comme Erdogan, comme Poutine, un grand chef, et puis l'ordre règne? Ou bien, au contraire, une sorte d'anarchie, le peuple consulté tous les jours, le zadisme en marche? Oui, ou même pire, un désinvestissement total de la chose publique, chacun dans son coin, et un repli sur soi. On le voit, il y avait un article intéressant il y a quelques jours dans un grand quotidien français qui parlait du phénomène hikikomori. C'est un phénomène au Japon qu'on a déjà observé, le Japon étant le pays qui est le plus confronté au vieillissement de sa population. Là-bas, ils vendent plus de couches d'incontinence que de couches pour bébé, vous voyez. Et il y a ce phénomène d'anxiété de la jeunesse qui en fait se renferme chez elle, se coupe du monde parce qu'elle se sent trop accablée, parce qu'il y a un phénomène anxiogène, elle a l'impression qu'elle a plus sa place. Et c'est quelque chose, on le voit surtout après la pandémie, les problèmes de troubles mentaux, les problèmes de détresse psychologique, de suicide, c'est quelque chose qui aujourd'hui est à prendre au sérieux dans la jeunesse française. Plus de Chatterton que de Gavroche peut-être dans la jeunesse d'aujourd'hui. Des choses ont été faites. Vous êtes l'un des rares
part à clairement dire que la retraite à 60 ans en 81, c'était une erreur. Rarement dans l'histoire de France, écrivez-vous, une décision politique n'aura fait passer aussi ostensiblement l'opportunisme électoral au-dessus des considérations intergénérationnelles de long terme. Là, le procès est fait. Oui, parce que vous savez, la démographie, c'est quelque chose qui ne change pas du jour au lendemain. Donc vous avez une pyramide des âges, vous la voyez avancer, et cette vague des baby-boomers, donc qui est née après la guerre jusqu'aux années 70, elle a effectivement, c'était une pyramide des âges qui aujourd'hui n'a plus rien de pyramidal. On voyait cette vague monter. Et donc en 80, quand François Mitterrand promet de couper de 5 ans l'âge de départ à la retraite, il savait très bien que ça allait poser problème 20-30 ans après, parce que non seulement ça allait contre la démographie, mais en plus ça en fait, cette espèce d'âge légal, ça en fait un espèce de totem politique sur lequel, dès qu'on commence à y toucher, les syndicats, étudiants, lycéens, d'actifs, en fait, estiment que c'est un acquis auquel on ne peut pas toucher. C'est un acquis générationnel. C'est-à-dire que ça marche pour certaines générations, mais quand vous avez de moins en moins d'actifs pour financer toujours plus de retraités, c'est plus du tout un acquis, ça devient un coût exorbitant pour les jeunes. Le coût, c'est 26 milliards chaque mois, dites-vous, prélevés sur les actifs pour payer les retraites. Oui, on plus oublie les déficits que l'État comble ici ou là. Bien sûr, on oublie, on est dans un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Les retraités d'aujourd'hui n'ont pas cotisé pour leur retraite. Et d'ailleurs, ils n'ont pas assez cotisé. Quand on regarde les baby-boomers et qu'on fait le rapport entre tout ce qu'ils ont cotisé pendant leur vie active et ce qu'ils touchent aujourd'hui. Le taux de récupération. Exactement, ça s'appelle le taux de récupération et d'ailleurs c'est un des indicateurs les plus intéressants sur l'équité intergénérationnelle. On se rend compte que la première vague des baby-boomers, en fait, touche 2 fois en pension ce qu'elle a cotisé pendant sa vie active. Donc elle n'a pas assez cotisé. Quand ils cotisaient, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils vivraient si longtemps grâce au progrès de la médecine. Donc ce taux de récupération, est-ce qu'il faut viser le zéro? C'est-à-dire, j'ai payé tant pendant que j'étais actif, je coûterai tant à la société quand je serai retraité. Idéalement, il faudrait que ce soit 100%, oui, et que ce soit 100% pour toutes les générations. Or là, quand on regarde la courbe, en fait, elle est décroissante. C'est-à-dire que les baby-boomers ont un taux de récupération à 200%. Aujourd'hui, la génération 2000, celle qui rentre dans le marché du travail, c'est inférieur à 100%. C'est-à-dire qu'elle va cotiser plus que ce qu'elle touche. Et là, il y a une vraie inégalité entre les générations qui pose problème. Alors, face à toutes ces inégalités, on va chercher des réponses. Emmanuel Macron avait tenté quelque chose. Allez, un petit peu de CSG en plus pour les retraités, pour transmettre aux jeunes. Il a dû reculer devant la fronde électorale des retraités. Est-ce que les politiques ne sont pas condamnés tous à faire la même chose parce que les vieux votent et les jeunes, non? Ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est effectivement en 2017, il avait bien identifié tous ces problèmes. Et il avait effectivement essayé, par exemple, d'égaliser le taux de CSG, qui aujourd'hui est inférieur pour les retraités par rapport à celui des actifs, ce qui est une aberration totale, avec un discours effectivement disant pensons aux petits-enfants. Ça n'est plus l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui. La CSG, plus personne ne veut en parler. Et donc il y a un vrai problème effectivement qui est lié au vieillissement de la population, qui est un problème électoral. Aujourd'hui, les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat. C'est la première fois dans l'histoire de France. Et quand vous faites le rapport entre, en gros, les moins de 30 ans, les plus de 50 ans, le rapport, il est passé de 2 à 3. C'est-à-dire qu'il est 3 fois plus rentable pour un homme politique ou une femme politique aujourd'hui de parler aux plus de 50 ans qu'au parler aux jeunes. Donc forcément, l'offre s'adapte à la demande. Et donc il y a des thématiques qui ne sont pas du tout abordées. Le logement, la dette publique, c'est des choses qu'on remet un peu sous le tapis de l'avenir. Et on dira, ce sont les jeunes qui règlent. Donc il y a un vrai problème de politique publique là-dedans. C'est pour ça aussi que les jeunes se désintéressent de la démocratie. Ils savent que les vieux seront toujours trop nombreux et gagneront toujours sur ce tapis-là. Alors je ne sais pas si ça va jusqu'à avoir cette conscience démographique-là. Je pense que la France fait plutôt un déni de démographie. Je pense que c'est vraiment le fond du sujet, qu'on en parle rarement. On n'a quasiment pas parlé pendant ce débat sur les retraites. Donc je ne sais pas si les jeunes font ce calcul-là, mais en tout cas, effectivement, il y a une certaine résignation. Et aujourd'hui, il faut constater qu'ils sont minoritaires. Même s'ils allaient tous voter, ils restent minoritaires dans l'électorat parce que la démographie est tellement avancée qu'ils sont devenus quelque part une partie marginale, une variable d'ajustement même économique et démocratique. Vous proposez un système de retraite universel en compte notionnel. Alors, qu'est-ce que ça coûte ? C'est pas moi qui le propose, c'est quand même assez classique. C'est d'ailleurs ce que voulait faire Emmanuel Macron. C'est la retraite par à la suédoise. Ça règle tous les problèmes. Ça règle les problèmes d'inégalité entre les hommes et femmes. Ça règle les problèmes d'inégalité intergénérationnelle. Ça simplifie le système. C'était le système universel que Emmanuel Macron voulait mettre en place et qui a donc capoté pour les raisons qu'on sait. Aujourd'hui, on se retrouve dans une réforme hyper paramétrique. C'est pas une très grosse réforme, honnêtement. C'est une réforme de droite. C'est du replâtrage, mini-replâtrage. Et donc, en fait, quitte à avoir la contestation, quitte à réformer, autant aller jusqu'au bout et remettre vraiment sur la table un vrai système qui rende les choses plus justes. Vous dites que cette réforme avec la retraite à points a capoté. Ah non, elle a été votée au 49.3 d'ailleurs sur Édouard Philippe. Elle est au Sénat, sur le bureau. Elle peut très bien redémarrer demain matin. On peut y croire ?
Alors, on peut y croire, moi j'aimerais y croire, et quand vous parlez avec effectivement certains hommes politiques de la Macronie, ils vous jurent effectivement que ce n'est pas oublié, que ce n'est pas abandonné, et que ça reste un objectif du quinquennat. J'aimerais y croire, mais quand je vois la contestation actuelle sur simplement ce sujet de 2 ans de plus, quand je vois le déni de démographie encore qu'on a en France, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La CFDT dirait oui, et reprendrait les discussions, parce que c'est son projet aussi. Probablement, on peut le penser, oui. Vous proposez aussi de fluidifier la transmission de patrimoine pour que chacun, dans sa famille, dans son environnement, puisse aider les vieux, les jeunes. Oui, alors ça c'est un vrai sujet du vieillissement aussi, c'est qu'en fait on hérite de plus en plus tard. Oui. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'héritage c'est 55 ans. C'était 35 ans au début à la du XXe Libération, siècle. c'était ça. Donc en fait, vous commencez votre vie active, vous héritez si vous avez une famille qui a les moyens, d'un appartement, d'un pécule qui vous permet de vous lancer dans la vie, de faire des enfants, d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est plus tout le cas. Vous avez de plus en plus de retraités qui héritent de retraités. Et donc vous avez une concentration en fait du patrimoine vers les plus de 60 ans qui détiennent aujourd'hui 60% du patrimoine en France. Et ça, c'est très néfaste pour la croissance. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont envie déjà de transmettre non pas forcément à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, de couler en fait ce patrimoine entre les générations. Or, il y a la réserve héréditaire qui l'interdit en France, il y a des lois spécifiques qui vous interdisent de ne pas léguer à vos enfants, et vous avez une usine à gaz fiscale. Pour la transmission, bon courage si vous voulez sauter effectivement des personnes dans votre famille, et si vous voulez faire ça en avance, c'est devenu complètement illisible. Mais si on simplifie, Bercy perdra de l'argent au passage. Alors oui, mais les jeunes Français en gagneront, et les familles gagneront en liberté aussi pour pouvoir transmettre ce patrimoine. La génération des baby-boomers, c'est la génération la plus riche de l'histoire. Ils ont profiter des 30 glorieuses. Ils sont aujourd'hui à la retraite dans des conditions qui sont inégalées dans n'importe quel autre pays ou notre époque. Ils ont aussi envie, je pense, et il faut pousser ça, de transmettre à leurs descendants ce qu'ils ont pu accumuler. Et je pense que ça, c'est un vrai pacte de réconciliation entre les générations à mettre en place. Derrière cette bombe de la démographie, il y a la bombe de la dépendance. Tous ces papy-boomers, un jour, ils vont être vraiment dépendants. Il n'y aura pas d'argent. Vous le dites, c'est une patate chaude de la dépendance. Les gouvernements se la refilent, ils ne trouvent pas de solution. Oui, c'était le gouvernement Nicolas Sarkozy qui avait essayé de s'y atteler. Ensuite, François Hollande. On a une Macron, cinquième branche. Il y a une 5e branche qui a été créée, mais il n'y a pas de financement. Il y a le rapport Vacher qui est sorti un peu dans le désintérêt général il y a l'année dernière, je crois, et qui montre qu'il va falloir 5 milliards d'euros en plus sur les 5 prochaines années, mais quand vous regardez les estimations à 10, 20, 30 ans, c'est plus de l'ordre de 20, 30 milliards à mettre. Donc les retraites, c'est que le début en fait. Les retraites, c'est vraiment la pointe émergée de l'iceberg. Ensuite, il y a effectivement la dépendance. Les baby-boomers commencent à arriver à l'âge de 75 ans, qui est l'âge de la dépendance, de l'autonomie. Il va falloir les accompagner jusqu'au bout, il va falloir financer ça. Et encore une fois, ça n'a pas été préparé. Centenaires en 2070. Multiplié par 10. Il y a une solution à tout ça, c'est l'immigration, ça fait des actifs et ce sont des populations qui font des enfants. Oui, d'ailleurs, je trouve que c'est pas anodin que le gouvernement choisisse de mettre l'immigration là comme le prochain texte, alors de ce que j'ai compris un peu saucissonné, mais quand même, c'est aussi le sujet, c'est-à-dire que comment on fait, on a un système en France où c'est les actifs qui financent les inactifs. C'est la démographie qui est le moteur de tout le système social. Si on a de moins en moins d'actifs pour financer toujours plus d'inactifs, il va falloir trouver un remède. Il y a la productivité, mais elle est en berne, ou alors il va falloir effectivement faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour nous aider à garder le niveau de vie et notre système social. Maxime Zbaïi, le grand vieillissement des éditions de l'Observatoire, passionnant. Merci, bonne journée. Merci à vous.